La qualité et la sécurité des locaux accueillant nos élèves, collégiens, lycéens, étudiants, sont des paramètres importants pour leur réussite. La construction et l'adaptation des bâtiments se doivent de s'inscrire pleinement dans l'évolution inexorable du climat. De la même façon, le dispositif normatif français, dans ce domaine, est relativement riche et il convient de le respecter. Parallèlement, les objectifs en matière de santé publique doivent être intégrés et bien entendu, la sécurité des sites en général. Dans le secteur public, qui est concerné sur ces problématiques? Et bien sûr les communes, pour les écoles, les départements, pour les collèges, et les régions pour les lycées. Qu'en est-il dans le secteur privé, notamment le secteur privé qui est sous contrat avec l'État et qui représente, grosso modo, environ 15% de l'enseignement, un peu plus. On y reviendra, donc mon invité va me corriger sur ce point. Et sans transition, pour parler justement de cette problématique du bâti scolaire dans le secteur privé, un acteur très essentiel dans notre département et qui agit depuis longtemps en la matière, il s'agit de la fondation La Cénomane. Et aujourd'hui, au micro de Sans Détour, nous recevons son président, ce dont je le remercie. Bonjour Claude Lebars. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors tout de suite, vous allez corriger ma copie. Donc le poids de l'enseignement catholique privé en France? Alors je parle pas de la France, je parle de la Sarthe, puisqu'on fait de la Cénomane. Ah oui, alors moi c'était au niveau global, je me permettais de le dire. Alors je me rattrape comme je peux. Allez-y, dans la Sarthe. La Cénomane ne concerne que la Sarthe. Oui, nous avons j'entends bien, on va parler de la Cénomane. C'est environ 20%. Ah oui, donc c'est plus que... Et je crois que le national, je ne veux pas trop me tromper, ça va être environ 15. Oui, c'est possible. Voilà. Oui, tout à fait. Donc effectivement, dans le cadre de votre fondation, donc une fondation, vous allez nous la présenter, Monsieur Lebars, vous agissez sur le bâti scolaire. C'est bien ça votre domaine de compétence. Absolument, absolument. À la fois en termes de construction, d'agrandissement, de rénovation, voire d'entretien. Et de mise aux normes. Et de mise aux normes. On en parlera tout à l'heure. C'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel. Oui. Alors, cette fondation, comme toute fondation, c'est un statut, on peut dire, à caractère associatif, pour simplifier. Alors, c'est une association au départ, qui a été créée en 1934, si ma mémoire est bonne. Une vieille dame. C'est une vieille dame. Oui. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique en 1978 et qui a constitué son patrimoine par des apports successifs, notamment de congrégations religieuses qui géraient des écoles et pour qui c'était des poids qui étaient devenus un peu difficiles. Donc on a regroupé tout ça au sein de la Cénomane, la Cénomane étant une fondation qui est placée en quelque sorte sous l'autorité tutélaire de la préfecture. D'accord, comme une autre association, mais encore plus dans la mesure où c'est une fondation. Absolument. Et en plus d'utilité publique. Et d'utilité publique. Vous avez encore plus de comptes à rendre. Complètement. D'accord. Et bien entendu de l'Église catholique, puisque l'évêque fait partie de notre conseil d'administration. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que à partir du moment où on s'intéresse, et c'est un euphémisme, au bâti scolaire de l'enseignement privé catholique, c'est forcément vous. Ce n'est pas systématiquement nous. Nous ne sommes pas propriétaires de l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique de la Sarthe. Oui. Je dirais que nous sommes propriétaires d'environ 75 à 80% des établissements. D'autres sont... Il y a d'autres acteurs également? Oui, sont des propriétés de congrégations religieuses notamment. C'est-à-dire que dans le système de l'enseignement catholique privé de la Sarthe, et sans doute aussi dans les autres départements, les établissements d'enseignement en tant que tels ne sont pas propriétaires. Ce sont des utilisateurs. Tout à fait. D'accord. Les propriétaires sont soit la Cénomane pour 75 à 80%, donc c'est quand même très important. C'est le plus gros, soit différentes congrégations religieuses. Ouais. C'est le cas, on va dire, au Mans de Saint-Charles-Sainte-Croix. Ouais. C'est le cas d'autres petits établissements aussi en milieu rural. Mais sous le statut associatif ou de fondation, vous êtes tout seul? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors donc, venons-en à votre mission. Déjà, aujourd'hui, donc en 2024, vous êtes propriétaire pour situer en gros de combien d'établissements catholiques d'enseignement et sur quel niveau? École, collège, lycée? Oui, les trois niveaux. Vous êtes sur les trois? École, collège, lycée. Nous sommes propriétaires de 61, je crois, établissements ou groupes d'établissements, ou groupes scolaires, si vous voulez. Oui. Tant en milieu
rural qu'en milieu urbain. D'accord. Et le problème se pose souvent de ces établissements en milieu rural qui ont parfois une pérennité qui peuvent être remises en cause. Donc il faut faire très attention à ce que nous faisons. Par manque d'élèves ? Par manque d'élèves, puisqu'en fait... Ah oui. Parce que les campagnes se dépeuplent. Les campagnes se dépeuplent. C'est vrai aussi dans le public, c'est pas uniquement lié uniquement au privé. De la même manière dans le public. D'accord. Et on n'a pas ces problématiques sur le Mans. Absolument pas. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment deux cas de figure, et donc le rural, en tant qu'acteur du bâti, vous êtes inquiet sur la pérennité de Oui, on le regarde de près, effectivement. On le regarde de près, parce que les fonds que nous engageons, vous imaginez bien, dans du bâti, ce sont des fonds que nous engageons sur plusieurs décennies. Ah oui, bien sûr. Donc il faut absolument, et c'est le cas dans le cadre de la direction diocésaine avec qui l'on travaille, il faut absolument qu'il y ait une réflexion poussée sur la pérennité des écoles, et notamment au milieu rural. C'est évident. Ouais. Oui, donc il y a effectivement dans tout ce qui est immobilier, et vous faites partie de ce secteur, même s'il est spécifique, on n'est pas embarqué pour un an ou deux, mais comme vous le dites, sur la durée. Ouais. Donc une fois que le coup est parti, pour parler simplement, il faut l'assumer pleinement. Absolument. Ça veut dire que si on continue sur la thématique du secteur rural, vous êtes de temps en temps dans une stratégie de désengagement, voire de vente de bâtiments. Alors, ça peut arriver ? Oui, alors est-ce une stratégie, je ne sais pas, mais on voit des établissements qui, il y a 30 ou 40 ans, étaient des groupes scolaires avec de la maternelle, du primaire et du collège, voire du lycée. Et ce périmètre, il s'est rétréci petit à petit. Ouais. Et donc, on est confronté à ce genre de choses, bien entendu. Et là, à la limite, la question se pose même plus. On va potentiellement vers une fermeture d'école parce qu'il y aura un regroupement avec d'autres écoles, des écoles de proximité, par exemple, tout à fait. Et donc, vous avez quelques cas de cessions envisagées, voire déjà engagées. Ça peut arriver. Oui, alors oui. C'est pas massif, j'imagine. Des réflexions, en tout cas, qui sont ouvertes sur ce genre de difficultés, absolument. Oui. Alors, pour parler argent, pour parler finances, parce qu'il faut quand même l'envisager avant de voir toutes les missions que vous faites, Monsieur Le Bars. J'imagine que c'est contraint parce que l'argent est cher et l'argent est rare. Oui. Et vous m'indiquiez en préparant l'émission, et ceci m'a surpris, que en fait, les occupants que constituent les établissements scolaires ne versent pas de loyer. Non. Nous passons avec les organismes de gestion de ces écoles, ce qu'on appelle les OGEC. Oui. Nous passons les conventions de mise à disposition gracieuse des locaux, en contrepartie de quoi ils doivent veiller à l'entretien sur le court terme et sur le moyen à long terme de ces écoles, de ces établissements. Ça veut dire que les travaux sont plus importants que si on était en présence d'un locataire classique. Oui, tout à fait. Ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin. Tout à fait, quand ils le peuvent. Et je reviens toujours sur la problématique du milieu rural. Oui. Quand ils le peuvent, sur le Mans, la question ne se pose pas de la même manière. Vous êtes relativement serein sur le Mans, ils assument. Oui. Ils assument. En milieu rural, ce n'est pas la même chose. Il y a des écoles qui ont des difficultés, en quelque sorte, à s'engager sur le plan financier. Ah oui, bien sûr. Alors vous, encore une fois, puisque vous ne percevez pas de produits au sens classique du terme en tant que propriétaire, c'est-à-dire de loyer, que vous vivez sur des dons, pour l'essentiel, c'est bien ça. Des dons ou des legs. Oui. Des legs, c'est ce qui n'est pas rien. Oui. Comment vous pouvez quand même assumer, puisque vous y revenez, donc... de quoi vivons-nous, la question, oui, mais notamment pour la ruralité, vous avez des travaux à faire qui normalement devraient être assurés par les occupants, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse dans laquelle vous vous placez. Vous faites comment ? Alors, il y a toute une organisation au sein non pas de la Cénomane, mais de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Oui. Et nous nous appuyons, nous, sur des commissions. Il y a une commission immobilière. Il y a un fonds mutualiste qui est créé. Et cet argent nous est versé en partie pour faire des travaux. Une partie, en quelque sorte, de la cotisation que paient les familles va servir un petit peu à l'entretien du bâtiment. D'accord. Et c'est ça qui nous est versé. D'accord. Et donc, on travaille, nous, sur un budget annuel de l'ordre de 5 à 600 000 euros. Quand même. Oui, mais il faut enlever notre charge d'emprunt, qui aujourd'hui est entre 400 et 450 000 euros par an. Donc les marges de manœuvre. On a beaucoup emprunté au cours de ces dernières années, d'abord parce que c'était relativement intéressant. Les taux vous avez bénéficié, comme beaucoup de personnes, avec des taux à 1%. Absolument. Ça nous a permis de faire de nouvelles écoles.
des écoles toutes neuves. Alors on va parler des projets et puis de ce que et des réalisations. Oui, absolument. On va en parler. Donc pour rester sur le domaine des finances, donc on a vu que c'était contraint, que vous avez des charges d'emprunt à rembourser, que le milieu rural c'était le principal souci en la matière, et que donc pour résumer sur ce premier chapitre de notre entretien, si vous voulez bien, Monsieur Le Bars, donc en milieu urbain qui est quand même en masse, j'imagine l'essentiel. Vous allez peut-être me contredire, mais grosso modo Le Mans, la Flèche, pour simplifier, le Sablé, les grandes villes, la Ferté-Bernard. Là, ça va relativement bien. Vous êtes serein parce que les établissements, vos locataires, entre guillemets, puisqu'ils ne payent pas de loyer, assument la quasi-totalité des grosses charges. Oui, on peut dire comme ça. Absolument. Alors maintenant, si on aborde l'autre sujet dont on doit parler et que j'allais dire qui est une spécificité française et pas seulement dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, les fameuses normes dont j'imagine vous bénéficiez, si je puis dire, de la part de l'État qui en la matière est très généreux. Donc il y a la question, j'imagine, de l'accessibilité des locaux. Comme les agriculteurs, nous avons des normes à respecter. On est d'accord. Qui n'en aurait pas, parce que sinon on s'ennuierait. Donc vous ne vous ennuyez pas. Donc en matière d'accessibilité, en matière de compatibilité, par exemple pour des élèves en situation de handicap, je cite comme ça dans le désordre. Vous m'avez indiqué aussi que, par exemple, pour les petits qui sont en école maternelle, il y a un problème d'étage et d'ascenseur, ou du moins ils devaient être au rez-de-chaussée. Il faudrait surtout qu'il n'y ait pas de maternelle à l'étage. Ça éviterait de devoir construire un ascenseur. Donc ça veut dire que sur tous ces sujets-là, on n'est plus dans le domaine des gros entretiens assurés par les occupants. Là, c'est vraiment votre métier. Oui, complètement. Donc tout ce qui est de mise aux normes, de tout ce qui est encadré, les textes, les machins, les trucs, c'est vous. Oui. Absolument. Et donc, vous êtes là, vous avez, j'imagine, un plan de charge relativement on a spectaculaire, on a un programme. copieux. Oui, tout vous êtes dans les clous. Oui. En termes de calendrier. On a aujourd'hui ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité à respecter. Nous y travaillons depuis déjà 7-8 ans. Ça veut dire quoi, excusez-moi, un agenda d'accessibilité, j'ai du mal à... Il faut que tous les établissements répondent aux normes d'accessibilité en matière... Ah oui, absolument. C'est le mot agenda qui me perturbait, pardon. Oui, un impératif, si je peux me permettre. Excusez-moi, je reformule, mais... Il y a diverses choses. Je veux le comprendre pour moi-même et pour mes auditeurs, nos auditeurs. Il y a des sanitaires pour PMR qui sont obligatoires dans toutes les... PMR des personnes à mobilité réduite. Ah oui. D'accord. Des personnes qui sont différents. C'est devenu obligatoire. Quand vous et moi nous étions à l'école, il y a jamais eu dans nos écoles C'était souvent ça pouvait être des WC à la turque. Oui, exactement. Je blague. Bon, c'est une bonne chose, entre nous. Bon, il faut de la signalisation, systématiquement. Ah oui. Il faut des rampes d'accès quand il y a des pentes qui sont supérieures à... Il faut pas de pente supérieure à 6%. Absolument interdit. Il faut des rambardes. Il faut donc des ascenseurs, je vous en parlais, dans certains cas. Oui, absolument. Mais il y a des seuils en termes d'effectifs, de nature d'établissement. En clair, un collège ou une école maternelle, est-ce que c'est les mêmes normes ou est-ce qu'à chaque fois, il y a un catalogue de normes différentes ? Non, les normes sont globalement les mêmes. Donc les exigences sont très élevées ? Oui, absolument. Absolument. Et là, vous avez un temps d'adaptation. Donc, par exemple, vous êtes pas, on vous demande pas aujourd'hui non. Globalement, que tout soit terminé. Nous avons, on va dire, passé un contrat avec l'administration, avec la direction départementale des territoires, où on nous donne 9 ans. De 9 ans pour mettre à jour notre agenda. Depuis 2017, on va arriver en 2026. Il faudra que l'on présente. On va aller les voir déjà non pas la semaine prochaine, mais à la mi-avril, pour leur dire voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Pour les rassurer ? Pour les rassurer, pour essayer éventuellement, parce que... De gratter un peu plus de temps ? Oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Si on peut étaler un peu plus, on va avoir davantage de moyens pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce que là, vous êtes contraint quand même, ça vient très vite. On est contraint, et dans certains établissements, c'est souvent le gros qui n'a pas été fait. Le gros, c'est l'ascenseur pour moi. Quand il s'agit d'installer un ascenseur qui va coûter 40 à 50 000 euros, excusez-moi, mais ce n'est pas rien. Il y a le financement, puis il y a l'aspect matériel des travaux. Oui. Parce que pendant les travaux, évidemment, ça désorganise un peu l'établissement. Oui. Donc il y a la faisabilité technique aussi. En règle générale, les travaux, on les fait. On travaille beaucoup avec des entreprises sur des périodes de vacances aussi, les vacances scolaires. Qui sont heureusement grandes de ce point de vue-là, c'est pratique. Elles sont souples souvent les entreprises. Elles acceptent de travailler sur les périodes. Voilà. Mais il n'empêche qu'on doit répondre à toutes les normes.
des normes de tout, de désenfumage, Alors justement, quelque chose qui peut-être est important à rappeler, si je peux me permettre, Monsieur Le Bars, et notamment pour rassurer, s'il en était besoin, les familles et accessoirement les enseignants quand même, faut pas les oublier, c'est les questions, c'est un sujet assez récurrent et je crois avoir vu, je suis quasiment sûr, il y a quelque temps, un documentaire, du moins un reportage là-dessus, en l'occurrence c'est des écoles publiques. La question de l'amiante. Oui. Et vous souhaitiez à notre micro être plutôt assez rassurant sur le fait que le danger, mais vous allez pouvoir développer cette idée très très importante, n'est pas présent dans la mesure où on n'y touche pas. Oui. C'est bien ça, c'est important. important. À partir du moment où on va pas gratter l'amiante sur les murs ou sur les toits, oui. Il n'y a pas de problème. Le problème se pose dès qu'on doit plus ou moins toucher, déconstruire tel ou tel local. Et là, de manière systématique, j'ai envie de dire que la facture des travaux qu'on va faire va s'augmenter de l'intervention de ces entreprises qui sont spécialisées pour faire ce genre de boulot. Ce qu'on appelle le désamiantage. Absolument. Mais tant qu'on ne touche pas à ça, les élèves, les enseignants, les parents, enfin tout le monde, il n'y a aucun problème. Non, c'est important parce que on peut sortir, encore une fois, je cite ce reportage qui par ailleurs était bien fait, sur l'idée qu'à la limite, il y avait un peu le feu et qu'il fallait tout désamianter. Vous dites non. Et aujourd'hui, il y a des bâtiments qui peuvent rester comme ça pendant encore des années. Beaucoup de cloisons qui existent, qui sont amiantées, sont recouvertes de quelques couches de peinture ou de choses comme ça. Qui protègent. À partir du moment où on n'est pas en contact direct avec l'amiante, il n'y a pas de problème. D'accord. Même ces toitures en fibrociment, si l'eau coule, alors, il y a des gouttières en plus, vous me direz, mais si l'eau coule, c'est pas pour ça que l'eau qui va couler va être amiantée. Ça veut dire que dans le dispositif normatif pour lequel vous êtes très soucieux, on peut le comprendre, vous n'avez aucune obligation de désamiantage à partir du moment où vous n'y touchez pas. Voilà, exactement. C'est pas dans les normes actuelles. Non, mais c'est exactement ce que vous dites. Bon, c'est très important à notre micro de le dire, Monsieur Le Bars, parce qu'on pouvait tirer encore une fois de ceux qui ont vu ce documentaire ou ce reportage, exactement, l'idée selon laquelle il y avait le feu et qu'il fallait tout désamianter sur l'ensemble du parc, alors essentiellement, évidemment en masse publique, mais aussi forcément le privé. La réponse est non. Non. Donc il faut savoir raison garder. Oui, non, le feu il est davantage, je vous dis, sur l'accessibilité. Oui, j'ai bien compris, il y a la possibilité pour tout le monde. Il y a des handicaps permanents, il y a des handicaps temporaires. Oui. Le gamin qui est allé au ski, qui s'est cassé la jambe, il faut qu'il puisse quand même continuer à suivre. Alors, avant de voir un petit peu ce que vous pesez, combien de divisions la Cénomane aujourd'hui et demain, il nous reste quelques minutes, juste un mot sur la mise à jour, ou du moins la conformité aux normes environnementales, et le fait de l'adaptation, l'isolation des bâtiments. On n'est plus tellement sur la sécurité, mais sur la question du climat. Et je pense notamment aussi peut-être aux cours d'école qu'il faudrait revégétaliser. Est-ce que là-dessus vous êtes positionné ou pour le moment c'est pas prioritaire? J'ai envie de dire que c'est dans l'air du temps, effectivement. Les architectes vont nous proposer des parties végétalisées dans les nouvelles réalisations. Absolument. Mais sur l'ancien, il n'y a pas pour le moment de projet Non, parce que l'ancien n'est pas adapté à une nouvelle végétalisation. Oui, ce serait uniquement sur les nouvelles constructions. Oui, absolument. Et sur l'isolation du bâtiment ancien. Alors, pour moins consommer notamment l'énergie. Les fameuses passoires thermiques, ça doit exister aussi dans les locaux. L'isolation, effectivement, l'énergie nous coûte très cher dans certains établissements. Et là, il est prévu des travaux très importants ou vous laissez filer? Non, on laisse pas filer. Quand il y a un réel intérêt à isoler, à gagner en quelque sorte des économies de chauffage ou d'électricité. Oui, ça vaut le coup. Et là, vous êtes partie prenante là. Oui, bien sûr. Non, parce que je pensais à ce que vous me disiez sur les gros. Mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Oui, d'accord. Par contre, il y a un intérêt. Oui. Et donc ça peut motiver. Oui, absolument. Donc vous regardez au cas par cas. Voilà. Alors pour terminer l'émission, on en vient évidemment à concrètement ce que vous faites. Aujourd'hui, quelles sont, par exemple, des réalisations que vous voulez mettre en avant, Monsieur Le Bars, sur ce que vous venez de terminer, soit en termes de rénovation ou en termes de construction, je sais pas. Les deux. On a rapidement, parce qu'effectivement, malheureusement, le temps tourne. Sur la période 2015-2020, on a créé un nouvel ensemble scolaire à Maillet. On a créé un nouvel ensemble scolaire de la maternelle à la 3e à Mamers. C'était tout neuf. Une nouvelle école maternelle à Sainte-Marie, rue Pierre-Melon, à côté de notre radio. Absolument. D'accord. C'est tout neuf également. Oui. Un réfectoire et des nouvelles classes à l'école primaire de Saint-Pavin. Et la même chose dans un groupe scolaire à Sablé, un groupe scolaire Sainte-Anne.
On a des projets aujourd'hui Oui. qui sont des projets confirmés. Une maison d'assistante maternelle à Sablé, à proximité jouxtant l'école maternelle. Voilà. Une nouvelle école primaire à Télocher et une nouvelle école à Fresnay-sur-Sarthe. Mais si je comprends bien, monsieur Lebars, excusez-moi, en cet entretien, je vous pose une question piège, mais vous parliez de la difficulté de la désertification. Mais tous les projets que vous égrenez, là, mais finalement, c'est pas si mal, c'est en milieu rural. C'est pas si mal, hein. C'est en milieu rural. Ouais. Je veux pas vous contredire, mais vous étiez On en train de me essaie de dire qu'on était plutôt en désengagement, mais là, vous vous réengagez. Oui, puisque oui, vous oui, citez des tas, non seulement des projets, mais Oui. des réalisations. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes un homme heureux. Alors, on est là sur des établissements qui sont souvent situés au moins dans un chef-lieu de canton. Oui. Là où on souffle le plus, c'est les petites écoles. Vraiment dans les milieu rural, toutes petites tout à fait. communes. Oui. D'accord. Donc à ce stade-là de la commune, en termes de population, la preuve, c'est encore jouable. Non seulement c'est jouable, mais il faut y aller. C'est encore jouable. On a quelques réalisations toutes récentes, puisque à Sainte-Thérèse, on a fait une nouvelle école, toute neuve, qu'on a inaugurée en 2022. On a fait un agrandissement de l'école Saint-Germain à Savigny-l'Évêque, qu'on vient de terminer à l'instant. Une réfection, une modernisation de l'école Sainte-Thérèse à Malicorne. Et la réalisation d'un nouveau réfectoire au sein de l'ensemble scolaire Saint-Joseph Saint-Cœur-de-Marie à Sillé-le-Guillaume. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Vous voyez. Ah bah écoutez, Oui. c'est plus. On était parti en début d'émission sur quelque chose qui se voulait un peu anxiogène. On termine sur une note plus optimiste. Voilà. Mais juste un dernier point un peu polémique, la loi ZAN sur la non-artificialisation des sols. Est-ce que lorsque vous construisez, vous n'êtes pas bloqué pour des problèmes de réglementation justement sur le foncier? De ce côté-là, ça va? Vous arrivez encore à trouver du foncier? Nous construisons très rarement sur du nouveau foncier. Ah, Ça a été le cas très bien. à Maillet, où effectivement un terrain, on a acheté un terrain si vous voulez, Ouais. mais en règle générale, on construit sur le lieu où nous sommes déjà. D'accord. Il faut que ce soit, souvent on est au cœur des villages ou des villes. Bien placé. Oui, bien sûr. Bien placé. Donc il ne faut pas Et non donc, plus trop ça veut dire s'éloigner. que s'il y avait une ancienne construction, à la limite, vous la détruisez et vous reconstruisez derrière, ou vous avez la chance d'avoir un terrain libre? Oui, oui. C'est pas tout à fait cela. On va pas détruire tout, mais on vend parfois une partie Ouais. pour diminuer le périmètre sur lequel on va construire. D'accord. On Resserré. reste toujours, on resserre. On Bah, reste toujours vous sur êtes dans le même sens de endroit. l'histoire, hein, c'est ce Voilà, qui est tout à prévu. fait. On bouche les dents creuses, comme on dit. Pour terminer l'émission, Monsieur Lebars, un projet emblématique sur notre ville du Mans. Un projet Je emblématique. vous pose peut-être un piège, il y en a peut-être pas. Oui, après oui, tout, oui. Soit en termes de rénovation ou de construction, ou pour le moment tout va bien, il n'y a rien de particulier. Non, on attend la décision de l'école Saint-Pavin, dans le quartier Saint-Pavin, pour faire une nouvelle maternelle également. Ah, quand même. On a déjà fait une nouvelle primaire il y a 4-5 ans. Et là, on voudrait construire une nouvelle maternelle juste à côté. Oui. Très bien. Rappelons pour terminer que, s'agissant des financements, donc là-dessus, les pouvoirs publics ne vous octroient rien au niveau du bâti. Absolument. Et là, vous fonctionnez uniquement par les dons privés. On est d'accord? Et puisque vous avez expliqué Oui. Alors, au travers de l'émission. je mets un bémol à cela. Les lycées sont quand même soutenus par la région D'accord. pour ce qui est des constructions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lebars, et bon vent pour tous ces projets. Merci pour ces réalisations, et à bientôt. Merci à vous.